merci de nous accompagner pendant cette demi-heure. Vous êtes élu de Moselle, membre du groupe Union Centriste au Sénat. Vous soutenez le FC Metz, puisque vous avez réagi à la dernière information qui joue sa survie en Ligue 1 face au PSG ce week-end. Ça va être compliqué. Mais à Paris, qui plus est. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le PSG. On imagine que vous souhaitez évidemment bonne chance au FC Metz. On va parler évidemment du gouvernement. Jean-Marie Mizzon d'abord avec vous. Elisabeth Borne, qui a donc été nommée nouvelle Première ministre, c'est un bon choix pour vous? Enfin, c'est un choix. Ce n'est pas une surprise puisque son nom a été évoqué à plusieurs reprises dans la presse. C'est une personne qui est connue, qui vient de la gauche, modérée. Moi, je n'ai pas, a priori, d'opposition, de principe. Je ne suis pas dans la posture. D'ailleurs, les centristes ne sont jamais dans la posture. Mais dans l'analyse des faits tels qu'ils se présentent à nous, on verra. On verra. A priori, moi, je lui souhaite bien sûr bonne chance. Mais je ne doute pas de sa volonté de réussir. On verra au cas par cas. Les centristes ne sont pas dans la posture. Dites-vous, ils sont où les centristes? On avait Hervé Marseille, votre président de groupe, sur ce plateau la semaine dernière, qui nous disait que lui n'était pas fermé à l'idée de travailler avec le gouvernement. Est-ce que vous êtes encore dans l'opposition aujourd'hui ou est-ce que vous êtes ouvert à travailler avec la majorité présidentielle? Nous, depuis le début, depuis 2017 d'ailleurs, on avait vocation, puisque les centristes... sont positionnés comme ils le sont, on avait vocation à travailler avec la majorité présidentielle. Seulement, il se trouve que la manière de faire du président de la République n'est pas toujours satisfaisante à nos yeux. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés en retrait. Maintenant, on verra, mais au cas par cas, on analysera la situation. D'ailleurs, on va avoir dans les prochains jours une réunion de notre groupe pour déterminer la position qu'on prendra ou pas. Comprendra aussi vis-à-vis de la majorité sénatoriale, vis-à-vis des LR. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez ne plus être un allié des LR ici au Sénat et plutôt vous tourner vers la République En Marche? C'est trop tôt pour le dire. Moi, je pense qu'on a bien travaillé avec nos alliés LR. Mais j'entends que sur certains territoires, il y a des dissonances, des discordances qui feraient que les choses pourraient changer. Pour l'instant... ça n'est pas tel qu'on doive changer, à mon avis, rapidement. Il pourrait y avoir des scissions au sein de votre groupe entre il peut y en avoir. Et des départs? Il y en a eu dans d'autres partis. J'observe qu'il y en a moins eu chez nous que dans d'autres partis. Mais on verra. Il faut garder la tête froide et voir les choses à mesure qu'elles se dérouleront. Mais il n'y a pas de principe d'opposition systémique à M. Macron. Est-ce que vous souhaiteriez que des sénateurs centristes entrent au gouvernement, puisque la composition du gouvernement va être connue dans les prochaines heures, a priori? Je souhaite le meilleur pour mes collègues. Si le meilleur, c'est d'être ministre, qu'il le soit. Elisabeth Borne, ce n'est pas une élue locale. Contrairement à Jean Castex, contrairement à Édouard Philippe, là, Emmanuel Macron a nommé une première ministre qui n'est pas élue locale. C'est un problème? Peut-être, parce que l'élu local présente la caractéristique de bien connaître les réalités territoriales. Alors, je ne dis pas que Mme Borne ne les connaît pas. Moi, elle est venue à plusieurs reprises en Moselle. Elle ne me semblait pas être totalement déconnectée du territoire. Mais la force des élus locaux, c'est précisément leur bonne connaissance des territoires et des réalités qui s'y trouvent. Ça veut dire qu'on a vu, évidemment, cette campagne présidentielle et le vote a mis en lumière une fracture qui était évidemment existante, a remis en lumière, j'allais dire, une fracture. Est-ce qu'Elisabeth Borne, qui n'est pas élue locale, peut être à même de résoudre ces fractures territoriales? En tout cas, elle est bien placée. Maintenant, elle n'agira peut-être pas seule, puisque bien sûr, il y a le président de la République qui fixe les grandes orientations. Et qui n'est pas élu local non plus? Qui n'est pas élu local. Mais une fois de plus, on verra à l'usage. Moi, j'espère que cette fracture territoriale qui se maintient, qui parfois même se renforce, sera progressivement une priorité pour le pouvoir en place, puisque les territoires ruraux souffrent de plusieurs maux. On pourra en débattre tout à l'heure. Et justement, on va en parler tout de suite de ces maux dont souffrent les territoires ruraux. Et pour ça, on va accueillir notre journaliste parlementaire, Marion Vigreux.
Bonjour Marion. Bonjour Ariane, bonjour Monsieur Mison. Bonjour. On va parler de plusieurs dossiers qui concernent évidemment les territoires ruraux, mais pour commencer avec vous Marion, on va se pencher sur la problématique des déserts médicaux. Ça fera partie des dossiers chauds pour le nouveau gouvernement. Effectivement, et on se souvient que pendant la campagne des présidentielles, tous les candidats se sont emparés de ce sujet puisqu'il est extrêmement concernant pour tous les Français. Et pas seulement pour ceux qui vivent en zone rurale, il est parfois tout aussi difficile de trouver des médecins et de se faire soigner en zone urbaine. Un exemple, le journal Le Sud-Ouest nous apprenait hier que le service des urgences du CHU de Bordeaux est tellement saturé qu'il va fermer la nuit. Seuls les cas les plus graves arrivés par le SAMU seront acceptés. Une situation liée au manque de personnel hospitalier associé à l'afflux de patients non urgents qui ne trouvent plus de médecins en ville et qu'il faut donc contenir. Et Bordeaux n'est pas une exception. Toutes les régions sont aujourd'hui concernées par des fermetures de services d'urgence. Et Marion, dans certaines zones rurales où la désertification médicale est présente depuis plusieurs années, on s'organise pour amener des services de soins. Oui, et nous avons plus particulièrement pu le constater dans votre région Grand Est, en Meurthe-et-Moselle, Marne et Meuse, pas très loin en Haute-Marne et Meuse, pas très loin de chez vous, 3 départements qui souffrent d'un déficit en médecins et plus particulièrement en spécialistes. Ainsi, dans le sud Meuse, 10% des habitants, par exemple, n'ont plus de généralistes. Et face à cela, depuis 2018, les 3 territoires bénéficient d'un soutien financier de 24 millions d'euros de l'État via la Banque des territoires pour développer sur 10 ans une politique de santé numérique. Le dispositif s'appelle Imeuse Santé et porte 2 objectifs: favoriser le maintien à domicile en développant la téléassistance ou la télésurveillance et ramener des services là où il n'y en a plus via la téléconsultation. À Ligny-en-Barrois, dans la Meuse, où nous nous sommes rendus, un service de téléconsultation a été installé dans un bâtiment France Service. Une infirmière est présente pour accueillir les patients et faciliter les échanges avec le médecin. Toutes les données médicales lui sont transmises. Les consultations sont ouvertes à toutes les pathologies, sauf les enfants de moins de 3 ans, pour qui un examen clinique reste nécessaire. En cas de doute, sur un diagnostic, le médecin peut également disposer d'un médecin de soutien qui recevra le malade. Alors, il y a 2 intérêts à la téléconsultation. Le premier, et peut-être le plus important, c'est d'abord permettre aux gens de continuer à se soigner malgré l'absence de médecins de proximité. Et je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage du docteur Kern que nous avons rencontré lors de notre reportage. Il n'y a pas plus d'une demi-heure, je vois un patient qui a arrêté tout son traitement antihypertenseur depuis 2 mois, dans un secteur où il n'y a plus du tout de médecin. Et 2 mois sans antihypertenseur, évidemment, il avait 21 de tension. Donc oui, il y a des endroits où vraiment on sent que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de docteur en fait. Et là, on se dit qu'il y a du travail. Et une étude IFOP publiée en janvier dernier révélait que 70% des Français ont déjà dû renoncer au moins une fois à se faire soigner, faute de délai, de coût ou de distance. Jean-Marie Mison, est-ce que c'est une problématique que vous rencontrez également sur votre territoire voisin de la Meuse? Oui, tout à fait. Hélas, le département de la Moselle ne fait pas exception. Il est également concerné par ce qu'on appelle les déserts médicaux en plusieurs endroits, pas seulement, comme vous le disiez tout à l'heure, en milieu rural, également au milieu plus urbanisé. C'est la même difficulté que les gens rencontrent et des initiatives sont prises de divers ordres. Par exemple, il y avait des cabines pour la télémédecine. Je sais qu'en Moselle, il y a des pharmaciens qui investissent et qui mettent en place des cabines dans ces pharmacies pour apporter leur contribution à ce fléau. Il y a aussi des initiatives publiques qui sont prises par des intercommunalités pour aller dans ce sens. Ma foi, les initiatives sont de divers ordres. Elles concourent toutes à faire en sorte que la solution soit un peu meilleure demain que hier. Et il y a d'autres solutions. L'autre enjeu, évidemment, Marion, c'est de permettre à de jeunes médecins de venir s'installer dans ces zones rurales avec, évidemment, une garantie de clientèle. Oui, et pour y parvenir, le gouvernement propose de verser des bourses étudiantes en échange de l'installation dans une zone reculée, de soutenir le développement des maisons de santé, de déléguer certaines tâches médicales à d'autres professionnels, vous l'évoquez, comme les pharmaciens ou les kinés, pour mieux répartir la prise en charge des malades. Et enfin, on parle désormais également beaucoup d'une 4e année d'internat à effectuer en milieu rural. Que pensez-vous de ces premières pistes tracées par le gouvernement? Elles vont dans le bon sens, mais pour reprendre le dernier exemple que vous évoquiez, encore faut-il, pour que ce stage soit validé, que le stagiaire puisse s'appuyer sur un médecin. Or, dans certaines zones, il n'y a plus de médecins.
Vous savez, la question de garantir le salaire, même des communes ont fait ce choix. La commune dans laquelle j'étais maire a dû garantir, à la demande du médecin qui voulait s'installer, un médecin hospitalier qui n'avait pas de patientèle, a dû garantir son salaire pendant 1 an. On n'a pas hésité à le faire. Dieu merci, on n'a jamais eu à débourser le moindre euro, parce que tout de suite, tant la demande est forte, il a atteint le niveau du salaire qu'il avait proposé. Mais des initiatives viennent de partout, tant le problème est prégnant. Et les gens y sont très très sensibles. Est-ce que parmi les initiatives, il faut mettre fin à la liberté d'installation des médecins et les contraindre à s'installer dans cette Alors on me dit, moi j'étais tenté de le penser, on me dit que ça n'est pas efficace, que la médecine libérale suppose la liberté dans toute l'action qui est la sienne, et que donc ça serait un peu antinomique avec cette volonté de garder une médecine de libéraux. Mais j'avais tendance à penser qu'à un moment donné, lorsqu'on arrive à des situations où les écarts sont tellement forts, on ne peut pas avoir des zones surdotées et des zones trop sous-dotées, qu'on pouvait prendre des mesures un peu plus coercitives. Mais il semblerait que là où ça a été essayé, ça n'a pas fonctionné. Merci Marion. À tout à l'heure dans le club. On parlera d'écologie avec vous dans le club des territoires. On va continuer à parler de ces sujets qui concernent la ruralité. Parmi les autres sujets qui inquiètent, il y a la question des services publics, du manque notamment de services publics. Dans beaucoup de territoires ruraux, ils n'y ont pas accès. Et en plus, il y a une multiplication des démarches numériques, alors pour tenter de faire face à ce manque de services publics physiques. Mais du coup, il y a un problème dont on parle peu, c'est l'électronisme. Et pourtant, plusieurs millions de Français sont concernés par ce problème, c'est-à-dire l'incapacité finalement à se servir des outils numériques. Vous avez travaillé sur ce sujet au Sénat, vous présidiez la mission. Est-ce que les choses ont avancé depuis ? Alors, les choses ont avancé. Mais ce n'est pas une surprise, elles ont avancé lentement. Quand vous devez mettre à niveau, au niveau des usages du numérique, plus de 13 millions de personnes, on comprend qu'il faut du temps. Ça ne se fait pas par un simple claquement de doigts. Et le paradoxe, c'est qu'en dépit de cette situation, le gouvernement maintient sa volonté de voir les 250 démarches les plus courantes, tant pour les entreprises que pour les particuliers, être numérisées au plus tard au 31 décembre de cette année. Moi, je l'inviterais à observer un décalage, puisque c'est compliqué. Les gens sont en souffrance, les gens le vivent mal et se sentent complètement écartés de la société, n'ont pas accès à leurs droits comme ils le souhaiteraient, et ils s'en plaignent. Moi, je pense que les initiatives, par exemple la mise en place des conseillers numériques, qu'on avait proposé dans la mission dans laquelle que j'avais le plaisir de présider, sont une bonne chose. Seulement, plus de la moitié sont en place. Il reste encore un certain nombre d'entre eux à former, je crois près de 1500, parce que sur les 4000, il faut les former eux-mêmes, et ensuite ils vont aller sur le terrain. Et tout ça, ça prend un certain temps. Il y a une inertie naturelle, on ne peut pas mettre un système aussi lourd si rapidement. Et ce qui fait que ce décalage entre la volonté d'imposer la systématisation du numérique sur toutes ces démarches et le niveau de connaissance des habitants n'est pas satisfaisant. Oui, donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur cette question de l'électronisme. Beaucoup. Vous savez, quand je dis 13 millions, c'est ceux qui sont totalement déconnectés. Mais quand on prend ceux qui ont du mal, qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, ceux qui, quand ils vont sur le site de Pôle emploi, de la CAF, des impôts, qui rentrent un chiffre et qui se rendent compte que ce n'est pas le bon, qui veulent le changer, et qui ont du mal, là on parle, il y a près de la moitié des Français qui sont concernés, qui ne sont pas à l'aise, quoi. Et sur la question du manque de services publics, alors le gouvernement vante beaucoup ces maisons France Service qui ont été mises en place pour pallier ces manques de services publics. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Écoutez, moi je pense que, de manière générale, j'espère que jamais on n'aura que des relations numériques, qu'on aura encore des relations en présentiel. La difficulté du monde rural, c'est qu'il a vu effectivement disparaître notamment ce réseau des finances publiques, les agences, le réseau de la Poste, les commerces, les banques, beaucoup de services publics et privés ont fermé. Et ça, c'est très mal vécu par les habitants. Et donc, les France Service viennent compenser, mais
ne sont pas de nature à compenser suffisamment. C'est une réponse, mais c'est une réponse partielle. Puisque vous parlez de finances, un mot sur les finances locales, hein, ça aussi c'est important. Là, pour le coup, c'est une inquiétude pour les élus locaux. Est-ce que pour vous, il va falloir rapidement, parmi les priorités du gouvernement, une réforme de la fiscalité locale? C'est un peu un serpent de mer, la réforme de la fiscalité locale. Hein. D'abord, je vous rappelle que M. Macron, lorsqu'il était candidat, il y a peu de temps, a annoncé un effort de 10 milliards en direction des collectivités. Il n'est pas allé plus avant dans son explication. On ne sait pas si ça prendra la forme des contrats de Cahors ou si ça prendra la forme d'une baisse. Limiter les dépenses, les hausses des dépenses des collectivités. Voilà, ou ça prendra la forme d'une baisse des dotations. On verra. C'est inquiétant. En tout cas, c'est un sujet dans le monde des collectivités locales. Et ce qu'il faut ensuite aller vers certaines réformes, vers certaines clarifications. Aujourd'hui, la DGF, plus personne. La dotation globale de fonctionnement. La dotation globale de fonctionnement, pardon. Plus personne ne sait ce qu'elle recouvre exactement. Plus de 30 paramètres sont pris en compte pour en définir le montant qui revient à chaque commune. On ne sait pas expliquer les écarts qu'on constate entre certaines communes qui ont toutes, en apparence, les mêmes caractéristiques. Donc c'est un système qui est de plus en plus mal compris, et donc il faut le changer. J'ai cru comprendre sur les dernières semaines de la fonction de Mme Jacqueline Gourault, que les choses allaient normalement dans ce sens. J'espère que ça ne se fera pas à enveloppe égale. Vous qui connaissez bien ce monde rural, est-ce que vous redoutez un retour des Gilets jaunes, ou en tout cas d'un mouvement qui exprimerait à nouveau cette colère du monde rural? Vous savez, si effectivement les choses ne s'arrangent pas, notamment en ce qui concerne l'augmentation du pouvoir d'achat, le risque est effectivement fort. Pour moi que ça, je vous rappelle, pour moi que ça, le mouvement s'était enclenché il y a à peine 2 ans. Oui, donc le risque est encore là. On va aller voir l'actualité du côté de chez vous, du côté de Metz, justement. On retrouve Hervé Baudio, qui est journaliste au Républicain Lorrain. Bonjour Hervé, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et vous allez nous parler d'un dossier qui va forcément intéresser le sénateur. Vous revenez sur les investissements étrangers dans le Grand Est, et notamment sur un énorme projet d'autoroute. Alors absolument, les deux étant liés, le projet d'autoroute n'est pas un investissement étranger. Mais oui, alors, on revient effectivement sur une excellente nouvelle, qui est celle du dynamisme d'investissement étranger en Grand Est, et singulièrement en Moselle. En 2021, le Grand Est s'est classé 3e des régions d'accueil des projets étrangers en France, juste derrière l'Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, en croissance de près de 40%. Donc au total, 52 projets de création, 143 projets au total, comme celle par exemple de la reprise de Vitesco Technologies à Folquemont, que M. Mison connaît bien, par le chinois ActBlue, qui a permis à elle seule de préserver une centaine d'emplois, ce qui est quand même considérable. Dans le seul département de la Moselle, au total 19 nouveaux projets concrétisé sur cette seule année pour un total d'investissement de 857 millions. S'est réjoui Patrick Weiten, le président du conseil départemental, il y a peu. Une attractivité qui est très très dynamique, donc à laquelle concourt notamment et de manière très directe la qualité des infrastructures de transport. Et en la matière, le sillon mosellan a un dossier de poids dans les tuyaux, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est celui de la 31, un axe autoroutier sur lequel circulent 100 000 véhicules par jour aujourd'hui en moyenne, sur le seul tronçon Metz-Luxembourg, qui est donc sursaturé, et qui fait aujourd'hui l'objet d'un projet de nouveau tronçon d'IA 31 bis, entre Richemont et la frontière luxembourgeoise, justement. Alors, plusieurs tracés sont encore sur la table, sur lesquels des études sont aujourd'hui en cours, mais des tracés qui sont tous encore porteurs de débats plus ou moins vifs, voire de polémiques pour certains d'entre eux. Alors, M. Mison, ma question est la suivante. Alors qu'une nouvelle phase de concertation publique s'ouvrira l'automne prochain et que le début des travaux est annoncé en 2030, avez-vous le sentiment que le débat et le dossier avancent et qu'il avance suffisamment vite? Alors, ça fait quand même quelques décennies que ce sujet est sur la table, mais les choses, je dois le confesser, avancent. Et nous sommes maintenant à la concertation sur les 4 tracés restants. Je vous rappelle qu'il y en avait bien plus à l'origine. Et il se concentre sur le passage par Florange. Donc après cette consultation,
il y aura l'enquête publique. Mais la certitude, c'est que le tracé le moins nuisible, il est en tunnel profond et il risque d'être tellement cher qu'aucun concessionnaire ne serait intéressé pour le mener à bien. Ça c'est le risque. Et que donc on soit obligé de revenir à un tracé moins satisfaisant sur le plan environnemental, mais plus équilibré sur le plan économique. On verra, c'est trop tôt pour le dire. La concertation, puis l'enquête publique et les études qui seront menées parallèlement nous apporteront les réponses sur ce sujet. Mais à ce stade, on n'a écarté aucun des 4 tracés qui ont été retenus par les élus et sous l'autorité du préfet il y a maintenant près de 2 mois. Hervé, on va parler d'un autre sujet avec vous, Hervé, sauf si vous avez une question là-dessus. Non, pas de question particulière. Il est vrai qu'on est à un point du débat où les choses sont encore sur la table et relativement ouvertes. On va parler des législatives alors, législatives en Moselle. Oui, alors en Moselle, comme ailleurs, la campagne des législatives bat son plein. Un département qui compte 9 circonscriptions et qui, en 2017, avait envoyé 8 députés La République En Marche ou MoDem et 1 député Les Républicains à la Chambre. Alors depuis, 5 années sont passées et les résultats du dernier scrutin présidentiel ont donné des ailes à une formation politique, en l'occurrence le Rassemblement National, puisque Marine Le Pen est arrivée au second tour en tête dans 5 de ces 9 circonscriptions. Alors, Jordan Bardella, le président du RN qui était à Metz et à Hayange lundi dernier, ne s'est d'ailleurs pas privé d'affirmer les ambitions de sa formation pour les 12 et 19 juin prochains. Des ambitions qui sont notamment importantes, tout près de votre commune, Monsieur Mison. Dans la 8e circonscription, dans le nord du département de la Moselle, circonscription dont la ville-centre, Hayange, est déjà tenue par le RN depuis 2014, et où sera candidat Laurent Jacobelli, le chef de file des élus RN en Grand Est et porte-parole de Marine Le Pen lors de la dernière campagne présidentielle, en tandem avec le maire d'Hayange, justement, Fabien Engelmann. Il y a également un point d'attention particulier sur la 7e circonscription à Saint-Avold, où le Rassemblement National parachute Alexandre Loubet, le directeur de la communication du parti. Donc de grosses ambitions du Rassemblement National en Moselle. Pensez-vous, sénateur Mison, qu'il existe une probabilité importante de voir un ou des députés RN mosellans à l'Assemblée nationale le mois prochain? Vous le disiez vous-même, Monsieur Bojo, quand on a tant de députés, la probabilité d'en perdre est plus forte que quand on a peu. Et donc je pense qu'effectivement, dans ces 2 territoires que vous évoquiez, tant sur la 8e, c'est-à-dire Hayange, que sur la 7e, c'est-à-dire Saint-Avold, le risque pour La République En Marche est important et fort. Mais on ne peut pas se fier qu'aux chiffres, parce que l'élection législative reste néanmoins conserve un caractère de proximité. Et moi, j'observe que des élus qui sont investis, qui sont fréquemment sur le territoire, qui sont proches à l'écoute des gens, peuvent obtenir des résultats très, très différents de ceux à quoi on pouvait s'attendre. C'est le cas de certains députés qui sont vraiment omniprésents. Et c'est le cas aussi de certains concurrents sur d'autres territoires qui ont fait une campagne qui a démarré depuis longtemps, qui ont un taux de pénétration très fort sur leur circonscription et qui peuvent aussi, là, créer la surprise. Même si les chiffres en faveur de La République En Marche était très, très bon sur ces territoires. Un dernier mot, Hervé ? Oui, alors juste sur le facteur proximité, sur la 7e circonscription, on a un parachutage en bonne et due forme, celui d'Alexandre Loubet, qui n'a aucun lien avec le territoire précédemment. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer en sa défaveur ? Mais en même temps, ce parachutage, comme il fallait s'y attendre, divise le Rassemblement National de la circonscription, et ce n'est pas un bon signe pour lui. Au-delà de ça, je ne sais pas dire qui va gagner. On verra ça le 12 et 19 juin prochain. Du coup, on verra ça avec Hervé, évidemment. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir été avec nous. On regarde la une du Républicain Lorrain à 31 bis. Quelle voie suivre? C'est la question à la une de votre journal. Merci Hervé Bojo et merci Jean-Marie Mison d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure.